tout ce qu'il a trouvé à me dire au téléphone, c'est je te conseille d'aller chez le médecin parce que je t'ai laissé un petit souvenir en partant. Là d'un coup, je me vide de sang, je me plie en 4. Ma maman avait le sida et l'hépatite C. Mon papa avait aussi le sida et l'hépatite B. Et en plus de ça, j'avais quelqu'un en fait qui me faisait subir des violences en fait gynécologiques. Salut les loulous. J'espère que vous allez... C'est pas un esprit, c'est juste mon chien. Hein. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui me tient spécialement à cœur, que j'avais envie de faire depuis pas mal d'années. Et je me suis dit que c'était hyper important de la faire. Il y a une semaine, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous le faites toujours pas, enfin si vous le souhaitez du coup. Je vous avais demandé quels étaient les sujets qui restaient tabous dans la société et que j'avais toujours pas abordés. Parce que j'ai parlé de règles, j'ai parlé de viol, d'agression sexuelle, de pervers narcissiques, de plein d'autres sujets tabous. Vous avez été pas mal à me répondre, parler d'IST et d'MST et je me suis dit que c'était vrai. C'est un sujet qui est clairement tabou, dont on parle très peu. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, parce que j'ai aussi reçu, je ne sais pas ce que c'est une IST et une MST, ce sont simplement des infections sexuellement transmissibles ou des maladies sexuellement transmissibles. J'y reviendrai juste après. On parle juste des symptômes, on parle juste des moyens de transmission, de contamination. On ne parle pas du vécu des personnes qui ont eu des IST ou des MST, comment elles se sentaient aux yeux des praticiens et de la société. Et pour moi, c'était extrêmement important d'en parler aujourd'hui. C'est aussi très important pour moi d'en parler parce que j'estime que j'ai énormément de personnes qui me regardent depuis des années. Je me sers justement de vous, ma communauté, pour faire passer des messages dont on entend très peu parler dans les médias ou à la télé, pour vous faire du bien, vous déculpabiliser et faire en sorte que vous vous sentiez moins seul. Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis le début en fait de cette pandémie qui a commencé du coup en 2019 vu que c'est Covid-19. Toute la société a été très focus autour du Covid-19 et j'ai l'impression du coup qu'il y a beaucoup moins de personnes qui parlent d'autres maladies qui sont très graves. Et du coup, j'ai été faire mes recherches par rapport à ça et il s'est avéré que depuis 2020, on a une chute des dépistages au VIH. Le VIH, c'est le sida, de 20%. Ce qui est énorme. Pour moi, c'était hyper important de remettre ce sujet sur la table parce que sensibiliser la jeunesse autour de ça, ça peut sauver des vies. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une IST, une MST et aussi qu'est-ce que c'est la différence entre les infections sexuellement transmissibles et les maladies sexuellement transmissibles. Je vais vous parler des 8 IST les plus fréquentes. Je vais vous expliquer aussi comment on peut être contaminé, mais aussi ce qu'on ne vous dit pas sur ces maladies. Ensuite, je vais justement laisser place aux témoignages de personnes que j'ai sondées sur Instagram. Je vais laisser la parole justement aux personnes qui ont été déjà porteurs ou porteuses d'IST ou d'MST dans leur vie, leurs ressentis et les conséquences aussi dans leur vie de ces infections et ces maladies. J'ai réussi à recueillir des vocaux et j'ai réussi à recueillir aussi des textes à l'écrit qui m'ont paru poignants et pour lesquels vraiment ça a été très dur de lire un peu tous ces témoignages, je vous le cache pas. Bien entendu, tout va être anonyme, ne vous inquiétez pas. Et par la suite, je vais vous parler de ma propre expérience face aux infections sexuellement transmissibles et aux maladies sexuellement transmissibles parce que j'ai pas mal de choses à dire aussi d'un point de vue personnel, étant active sexuellement depuis mes 18 ans. Voilà, j'espère que vous aimez les vidéos qui sont très poussées, très recherchées. Je sais que vous avez beaucoup aimé ma vidéo sur le vagin, du point de vue esthétique autour de la vulve. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimez mon initiative, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vraiment, ça me fait plaisir, ça me donne énormément de soutien, ça me booste en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous aimez mon contenu, pourquoi pas, ça me fait plaisir, et activez la cloche accessoirement si vous le souhaitez. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai très bien dit, c'est tout simplement une infection sexuellement transmissible ou une maladie sexuellement transmissible. De nos jours, on a plus tendance à parler d'infection sexuellement transmissible. Avant, c'est vrai qu'on faisait la différence entre une infection sexuellement transmissible ou une maladie sexuellement transmissible. C'est juste qu'une infection sexuellement transmissible, j'arrête pas de répéter, je sais pas combien de fois le même mot, signifie qu'on est porteur plus d'un microbe qui forcément ne déboulera pas forcément sur une maladie par la suite. Mais en règle générale, on a tendance à dire IST plutôt que IST, MST, etc. Donc cette infection qui sera sexuellement transmissible sera donc transmissible par les voies sexuelles, donc par rapport sexuel, mais pas que. Je tenais aussi à le dire, c'est que les infections sexuellement transmissibles peuvent aussi, pour certaines, se transmettre malgré le préservatif. Et oui, et ça, il y a énormément de personnes
qui ne le savent pas. Elles peuvent être aussi attrapées tout simplement au contact de l'appareil génital, donc du coup au contact soit du vagin, soit du pénis, soit de l'anus. Et ça peut même aussi, il y a même certaines IST qui peuvent aussi s'attraper à travers des caresses sexuelles. Donc du coup, je vais parler crûment, mais par exemple toucher un vagin et puis ensuite se lécher les doigts, il y a certaines infections sexuellement transmissibles qui peuvent aussi se transmettre comme ça. Mais j'y reviendrai cas par cas pour les 8 infections sexuellement transmissibles pour vous donner le maximum de détails par rapport aux moyens de contamination de ces infections. Alors, il existe plus d'une trentaine d'IST. Moi, je vais plus vous parler des 8 plus fréquentes du coup. Selon l'OMS, chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une IST. Plus de 357 millions ont déjà eu l'une des 4 suivantes qui sont chlamydiose, gonorrhée, syphilis, trichomonase. Des fois, c'est des noms qui sont assez compliqués. IST, peu importe les IST, peuvent avoir une conséquence sur la fertilité, mais aussi sur la santé en règle générale si elles ne sont pas justement prises en charge assez rapidement. Alors pour la première IST, je vais vous parler de la chlamydia parce que pour moi c'est vraiment une des IST prend beaucoup de place chez les jeunes, qui est asymptomatique, et il faut absolument que je sensibilise ma communauté au chlamydia parce que les conséquences de cette IST peuvent être dramatiques. Le chlamydia, c'est une maladie qui est silencieuse, c'est-à-dire que lorsque vous l'attrapez, si vous l'attrapez par exemple, vous n'êtes même pas au courant forcément que vous avez une IST parce que vous pouvez n'avoir aucun symptôme. C'est vraiment le genre d'infection où tu ne sais pas que tu es porteur de cette infection. Les moyens de contamination sont les suivantes, par voie sexuelle, rapport sexuel, rapport non protégé, et aussi à travers des préliminaires, donc du coup des caresses comme je vous l'ai dit juste avant, ou un contact cutanéo-muqueux, du coup c'est-à-dire le pot à pot entre les appareils génitaux. Lorsqu'il y a des symptômes, les symptômes du chlamydia sont les suivants. Vous pouvez avoir justement des douleurs au ventre, pertes malodorantes ou des pertes différentes d'habitude, avec une couleur ou un aspect ou une texture différente d'habitude, des saignements pendant les rapports ou des saignements entre les règles alors que vous n'êtes pas censé avoir vos règles forcément. Et par rapport aux hommes, ce serait plus un gonflement des testicules, une inflammation du rectum, une sensation de brûlure lorsque vous urinez. Mais il y a énormément de pourcentage pour que vous ne ressentez aucun de ces symptômes. Et lorsque vous les ressentez, en tout cas, il faut impérativement se faire dépister. Chlamydia est une IST dont on guérit en fait tout simplement à travers la prise d'antibiotiques. Je tenais aussi à le dire parce que c'est très important. Par rapport au témoignage que j'ai pu lire juste après, chlamydia, ce n'est pas en faisant justement des tests sanguins que vous pouvez forcément voir que vous êtes porteur du chlamydia. Il faut impérativement faire des prélèvements vaginaux, des prélèvements tout court, si vous êtes un homme aussi, pour pouvoir justement détecter le chlamydia. Lorsque vous faites des tests pour savoir si vous êtes porteur de IST, n'hésitez absolument pas à prévenir votre médecin que vous voulez aussi avoir un dépistage du chlamydia et de toutes les autres IST qui ne sont pas forcément détectables par voie veineuse et par le sang. C'est très important. Non traité, le chlamydia peut mener à une infertilité. Voilà. La chlamydiose plutôt, c'est une IST qui va tout simplement venir se loger sur l'utérus et qui va aussi venir vous boucher vos trompes en fait. Et ça peut venir justement endommager tout votre système reproducteur. Il suffit que vous ayez un rapport sexuel avec quelqu'un qui a déjà eu un rapport sexuel avec quelqu'un qui était asymptomatique, etc., etc. Je vous indique même pas le nombre de personnes qui sont porteurs de la chlamydiose et qui ne le savent même pas. D'où pour moi l'importance de parler absolument de cette IST, car elle peut être dévastatrice pour le système reproducteur, je pense plus le féminin que le masculin. Dites-moi encore une fois si je me trompe. Donc du coup, je commence, je suis un peu obligée de me rapprocher pour que vous puissiez du coup entendre le premier témoignage. C'est un témoignage mi-écrit, mi-vocal. Salut Chéra, avant toute chose, j'espère que tu vas bien et je te souhaite de la force pour écouter toutes les histoires que tu vas recevoir et devoir lire. Mon cas est particulier et je ne sais pas si ça pourra t'aider dans ta démarche. On m'a transmis volontairement une IST. Salut Chéra, pour te raconter dans les grandes lignes cette histoire, lorsque j'étais étudiante aux Beaux-Arts en 2015, j'ai rencontré un garçon mais un homme, parce qu'il avait 7 ans de plus que moi, qui, ce serait très long à raconter, mais qui m'a forcé un soir à faire des trucs que je voulais pas faire, mais sous le coup de l'alcool et machin et trucs, enfin bref. Une sorte de viol conjugal, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est dur à dire, c'est la première fois que je le dis à l'oral, donc ça fait très bizarre. Et après ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles pendant 1 mois et demi. J'ai commencé à me sentir très bizarre, très fatiguée. J'ai fini par l'avoir au téléphone 1 mois et demi après qu'il se soit volatilisé. Tout ce qu'il a trouvé à me dire au téléphone, c'est je te conseille d'aller chez le médecin parce que je t'ai laissé un petit souvenir en partant. Et
Et en fait, la conversation se développant et posant des questions, j'ai compris qu'il fallait absolument que j'aille me faire inspecter chez le médecin. Va savoir pourquoi, peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que j'ai pas fait gaffe, je n'ai rien vu, même si je me trouvais étrange. Et en fait, il m'avait transmis les chlamydia. Je me suis sentie très sale et très honteuse pendant longtemps, mais je me suis fait soigner et maintenant je vais parfaitement bien. Mais ouais, ça a été un épisode très très bizarre par rapport au ressenti de ça, même si j'ai été soignée, même si tout va bien aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun problème. J'ai pu me sentir très sale, très angoissée. Je peux parfois avoir encore quelques tocs de nettoyage ou des choses comme ça. Ah ouais. Et ça va parce que ça se raréfie, mais l'année qui a suivi a été compliquée, le rapport au corps et le rapport à la propreté. Le rapport à la confiance aussi, inévitablement, mais le rapport à la propreté du corps, le fait que le corps soit sain était compliqué. Et je ne l'ai dit à personne, parce qu'effectivement, j'avais honte et je me suis sentie sale, alors que j'aurais pu en parler à des amis, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, et merci pour ce que tu fais, c'est super cool. Alors du coup là on a le parfait exemple d'une personne qui était au courant qu'elle avait du coup une IST et qui justement a forcé un rapport sexuel, donc du coup c'est un viol, et qui a infecté une autre personne. Alors c'est des choses qui peuvent arriver et qui atteignent le psychologique, qui atteignent aussi, d'autant plus que lorsque le rapport est violent et lorsqu'on impose une violence justement pour avoir un acte sexuel ou autre qui est déjà assez traumatisant, mais en plus de ça, quand une personne a l'intention volontairement de te transmettre du coup une IST, c'est encore pire. Donc du coup ce témoignage m'a beaucoup touchée, vraiment j'y ai pensé toute la soirée. Encore une fois, le rapport au corps est forcément impacté, même si cette personne est guérie de ce chlamydia, parce qu'on guérit du chlamydia comme je vous l'ai évoqué juste avant. Cette personne se sent sale, s'est sentie sale et a même eu des tocs de propreté, alors peut-être d'hyper-hygiène ou autre. Ça ne sert à rien on le sait que ça ne sert à rien de se laver, on le sait que ça sert à rien justement de se nettoyer ou autre, ou plus il y a même des gens qui se nettoient à l'intérieur du vagin. Ne faites jamais ça parce que ça ne vous nettoiera pas votre vagin ou votre vulve, parce que justement notre appareil génital est fait pour s'auto-nettoyer. Ça atteint complètement le psychologique au point qu'on ait justement ce genre de toc et ce genre de choses et ce rapport au corps et cette peur en fait d'en parler. Je suis hyper contente en tout cas de faire cette vidéo, parce que du coup faire cette vidéo c'est casser d'autant plus ces a priori qu'on a sur les infections sexuellement transmissibles, et justement pour éviter de propager le fait que avoir des IST c'est être sale, parce que ce n'est pas sale du tout et que ça peut être grave tant d'un point de vue physique que aussi d'un point de vue psychologique. En tout cas j'espère que cette personne va mieux et je lui envoie énormément de force. J'ai eu un autre témoignage de la part d'une jeune femme du coup qui m'a dit, donc c'est un témoignage qui est mi-oral, mi-vocal, et donc du coup elle me dit: failli être infertile après 5 ans sans détection du chlamydia. Prise de sang basique et MST ne le détectant pas. Un jour, donc tout allait bien, etc. Je me lève et je me sentais pas très bien. Mal dans le ventre, j'avais 19 ans, donc j'étais pas encore maman. Ma vie sexuelle avait déjà commencé, etc. Je m'étais toujours protégée et où j'avais toujours fait toutes les prises de sang, MST, IST. Donc j'ai toujours été très sérieuse par rapport à ça. Voilà, je me lève et tout, puis je me sentais pas bien, douleur de règles intenses, etc. Pas du tout pendant ma période. Là d'un coup, je me vide. Je me vide de sang, je me plie en 4, je pouvais plus marcher d'une heure à l'autre. Vraiment, hein, c'est-à-dire que la veille, tout allait super bien, le matin moyen. Et d'un coup, j'ai fait une hémorragie, une métroragie, du coup, ça s'appelle une métroragie, a pu pouvoir marcher, plier, etc. Donc, mais vraiment, quand je te dis vider, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, mon pantalon était rempli de sang jusque derrière les genoux. Donc tout de suite, je me suis dirigée à ma voiture et je suis allée aux urgences qui n'étaient pas très loin, bien heureusement. Donc j'arrive sur le parking et je ne pouvais même pas marcher pour aller jusqu'aux urgences. Donc c'est une ambulance qui repartait, qui s'est arrêtée et c'est eux qui ont sorti en fait un espèce de fauteuil pour pouvoir m'emmener directement jusqu'aux urgences. Donc quand j'ai été hospitalisée du coup pour qu'ils cherchent ce que j'avais. Bon, j'avais des kystes, hein, comme beaucoup de personnes ont des kystes. Donc ce n'est pas un kyste qui avait explosé. En fait, j'avais une des trompes qui était en train de se nécroser.
Voilà, c'est véridique. Une des trompes de Fallope qui était en train de se nécroser. Et en fait, du coup, j'ai fait une salpingite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une salpingite? En fait, c'est une maladie sexuellement transmissible ou une infection sexuellement transmissible qui, en fait, n'est pas détectée et qui, du coup, s'installe. Et puis, petit à petit, elle remonte dans les trompes. Et donc, moi, elle avait eu le temps de remonter jusqu'aux trompes. Et ma trompe est en train de se nécroser due à la maladie. Et cette maladie, c'était le chlamydia. Donc, il faut savoir que j'ai appris à 19 ans, alors que j'étais très sérieuse et que je faisais tout, que j'avais jamais, et pourtant j'ai été informée, etc. Je n'avais jamais su avant que pour le chlamydia, il fallait faire un test spécifique. Et du coup, ça faisait des années que je pensais qu'en faisant tout sérieusement mes prises de sang pour les IST et MST passées depuis le début à côté du test du chlamydia qui se transmet d'ailleurs très facilement. Je pensais que tout avait toujours été. J'ai aussi malheureusement contaminé des partenaires puisque du coup on avait fait les tests ensemble et je pensais que les résultats étant négatifs, le chlamydia était inclus, donc compliqué à gérer pour moi. Donc on m'a dit qu'il y avait deux solutions en fait, soit on m'enlevait la trompe et au stade où ça en était, et malheureusement j'avais une chance sur deux d'avoir un enfant puisque du coup ça limite les chances, hein, bien sûr, ou alors on essayait de me perfuser et de me faire passer un traitement pendant 3 semaines ou 15 jours, je sais plus à l'époque. Et j'ai eu la chance d'être tombée sur un interne à ce moment-là parce qu'il faut savoir quand même que ça dépend aussi beaucoup de la personne sur qui tu peux tomber, hein. Donc ils étaient plus sur l'idée de me l'enlever tellement c'était atteint. Et en fait j'étais tombée sur un interne qui a dit c'est pas possible, elle a 19 ans, il faut faire le nécessaire pendant 3 semaines. Donc je me suis fait hospitaliser pendant 15 jours. Et j'ai récupéré ma trompe à peu près bien. Et je donne un espoir à tout le monde en disant que j'ai eu mon petit garçon, je suis tombée enceinte à l'âge de 23 ans de mon petit garçon qui a maintenant 3 ans et demi. Voilà. Et donc du coup l'espoir existe et il faut écouter son corps. Dès que ça va pas, il faut pas se dire on attend, j'ose pas, etc. Il faut continuer. Donc voilà, c'est mon expérience. Je l'ai un petit peu détaillé, mais pas trop non plus. Donc si tu as besoin, n'hésite pas en tout cas. Et je voulais juste te dire, Chéra, aussi, surtout, je te remercie d'enlever les tabous autour des femmes, des jeunes femmes, des maladies, d'être aussi connectée, aussi lumineuse. Aujourd'hui, les gens qui sont comme toi, comme moi, on se connecte ensemble, on sait qu'on est lumineux entre nous et on s'élève ensemble. Et je te remercie pour tout. Voilà. Cette fille m'a énormément touchée, son témoignage m'a beaucoup touchée, d'autant plus qu'on a du coup un exemple type des conséquences en fait de la non-détection du chlamydia et aussi de la non-prévention en fait du chlamydia autour du fait qu'il peut se transmettre même si du coup on fait des tests sanguins et qu'on ne voit rien en fait dans le sang. Il faut impérativement faire des prélèvements vaginaux et du coup un beau message d'espoir quand on est bien pris en charge, parce que comme vous le voyez ça dépend aussi des praticiens, ça dépend beaucoup, je trouve que notre santé dépend aussi beaucoup des praticiens. Donc dès que vous ne sentez pas un praticien par exemple, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, mais surtout écoutez votre corps. C'est très 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 important je trouve, parce que là on a 2 expériences, 2 témoignages de 2 différentes personnes qui disent que justement il y a des praticiens qui ont été mal informés, des praticiens qui voulaient lui enlever la trompe alors que du coup ça a guéri en 3 semaines avec une perfusion et que maintenant du coup elle a un joli bébé. Enfin bref, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc merci du fond du cœur de m'avoir partagé ce témoignage. Ensuite, on va parler du HPV, autrement dit le papillomavirus humain. C'était aussi très important pour moi d'en parler au début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que pareil, le HPV se transmet extrêmement facilement. Si on utilise le préservatif, comme je vous dis, le contact muqueuse à muqueuse est suffisant pour pouvoir justement transmettre le HPV. Alors sachez une chose, ça va être un chiffre qui va peut-être vous choquer. Selon Amélie, 80% des gens ont déjà été porteurs du HPV dans leur vie, hommes ou femmes. C'est énorme. De quoi? 80% des gens ont déjà eu le HPV dans leur vie, donc l'ont potentiellement transmis, c'est une IST. Alors sachez une chose, c'est que le HPV peut guérir spontanément au bout de quelques mois, car l'organisme peut l'éliminer de lui-même. Pour 10% des cas, c'est un virus qui persiste et qui devient chronique. Chronique, est-ce que c'est ça?
je ne sais pas, et qui peut être, attention, à l'origine de lésions précancéreuses et cancéreuses chez la femme, notamment le cancer du col de l'utérus, du vagin, de la vulve et de l'anus. Chez l'homme, il peut provoquer des cancers oropharyngés, des cancers de l'anus et du pénis. Il y a actuellement 200 sortes de HPV qui sont répertoriées et certains HPV peuvent, comme je vous l'ai dit, être à l'origine de lésions précancéreuses, d'où le fait de se faire dépister assez régulièrement. D'ailleurs, il y a un vaccin contre le papillomavirus humain, donc du coup un vaccin contre le HPV qui existe et je pense qu'on vous en a beaucoup parlé à une certaine période parce que ça fait pas très longtemps que ce vaccin existe, enfin pas très longtemps qu'on se le dit, je pense approximativement 10 ans. Moi je sais que c'était plutôt à mon adolescence qu'on m'en avait parlé. On m'a beaucoup parlé de ce vaccin, on m'a pas beaucoup parlé des moyens de transmission du HPV. Donc du coup c'est dire qu'il y a un énorme problème quant à la sensibilisation des jeunes aux IST. Quels sont les symptômes du HPV? Alors les symptômes du HPV peuvent être l'apparition de verrues proches de l'appareil génital, mais le HPV est aussi une IST qui peut être asymptomatique. Donc c'est-à-dire peu importe les hauts risques ou les bas risques, vous n'êtes pas forcément au courant que vous êtes porteur du HPV. Le moyen de se faire dépister le HPV, c'est tout simplement de faire des frottis, des prélèvements. Connaissant quand même les conséquences de cette IST sur le système reproducteur, il est quand même très important pour moi de sensibiliser ma communauté à cette IST. J'étais en couple avec un mec, relation, passion, destructeur, il me jetait puis me récupérait comme bon lui semble. Entre-temps, il couchait avec une autre fille, puis revenait, puis me trompait et me quittait, etc. Au bout de 2 ans, je le quitte définitivement après un déclic, bref, je pars. 2 semaines après, j'allais chez ma gynécologue pour mon contrôle annuel, et là, il me dit que j'ai un condylome. Un condylome, c'est une verrue au niveau de l'entrée du vagin, mais pas que. Si j'ai ça, c'est peut-être un HPV cancéreux. Ni une ni deux, elle me demande une prise de sang avec toutes les IST et MST, un frottis en urgence alors que j'avais moins de 25 ans, et me conseille de prendre rendez-vous avec un dermatologue spécialiste. Elle me donne un nom et c'est un homme. Bref, les résultats tombent, HPV positif mais pas cancéreux, et chlamydia. Rien d'autre, entre guillemets, heureusement. Le chlamydia se traite avec des antibiotiques, mais il faut que je me fasse enlever cette saleté de condylome, donc c'est-à-dire la petite verrue dont elle parle. Et aussi, il faut que je lui dise à lui qu'il est porteur. Donc du coup, elle parle de son ex. Pour le protéger. Mais surtout pour protéger ses futures conquêtes. La discussion la plus douloureuse, il me tient pour responsable et en a rien à faire. J'ai eu l'impression d'être face à un tueur en série. Un mec qui peut ruiner la santé de quelqu'un et qui s'en fout. Hyper bien entourée pour ma part, je relativise et prends rendez-vous avec le dermatologue. La sensation qu'on a lorsqu'un homme avec une moustache te regarde l'entrejambe, l'air de dire « Où est-ce que tu as pu mettre ton vagin ?» est horrible. Recevoir une piqûre à cet endroit est horrible. Je suis tombée en, entre guillemets, dépression et j'ai décidé de fuir ma région d'origine pour me sauver et me reconstruire. Pour ma relation suivante, lui expliquer par quoi je suis passée a été douloureux. On se sent si sale alors que finalement on y est pour rien. Devoir faire des prises de sang tous les 6 mois pour vérifier, stresser à l'apparition d'une mycose bénigne, paniquer lorsqu'on a l'impression d'avoir des urines plus foncées. Les MST, IST, on en parle, mais seulement des plus voyantes, le sida, la syphilis, mais il en existe d'autres moins mortelles, moins violentes, mais qui détruisent ton amour-propre, ta sexualité, et qu'il faut en parler. Aujourd'hui, je vais mieux malgré mes prises de sang tous les 6 mois, mes angoisses régulières liées à ça, ma peur au début de ma relation de lui refiler ça, et parfois, malheureusement, les pics que certains peuvent faire quand ils le savent. Merci d'en parler et d'être ce que tu es pour nous, un vrai rayon de soleil. Alors écoute, merci beaucoup pour ton témoignage qui a été très intense et très expliqué d'un point de vue psychologique. Je pense qu'il peut aider pas mal de personnes qui peuvent être dans la même situation. Là, pour le coup, on a une autre problématique qui est que lorsqu'on révèle à notre partenaire sexuel ou notre conjoint ou autre qu'on a une IST, c'est le déni de la personne juste en face, ou même la culpabilisation de dire c'est toi qui me l'as refilé, etc. Et toute cette manipulation en fait autour de ça. Alors à ça, je dis, c'est malheureusement, ça va être très révélateur de la personnalité de votre partenaire. Et donc du coup, fuyez ce genre de personnes, de personnages le plus rapidement possible parce que c'est vraiment le genre de personne qui peut vous refiler des IST, des MST sans la moindre culpabilité, sans la moindre compréhension et sans la moindre empathie, sachant que lorsqu'on entame une relation avec quelqu'un, ce sont justement des qualités qui sont requises pour vivre une relation qui est agréable, sereine. Donc du coup, elle a bien fait de fuir cette personne et j'espère que cette personne
s'est fait traiter entre temps et prévient ses partenaires, mais ça m'étonnerait. Alors la syphilis, moi j'avais fait un exposé sur la syphilis quand j'étais, je pense, au collège. C'était une maladie qui m'avait beaucoup passionnée. La syphilis est une maladie qui existe depuis très longtemps et qui a fait sa réapparition autour des années 90. Entre 2013 et 2015, il y a eu une augmentation considérable de cas de syphilis. Alors les symptômes de la syphilis, pareil, la syphilis s'attrape par relation sexuelle, donc voie sexuelle. Les symptômes de la syphilis, c'est des lésions cutanées en fait au niveau de l'appareil génital et même au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, ok. Puis vous pouvez aussi avoir des états grippaux, des plaques de boutons, et la syphilis peut aussi amener à des troubles neurologiques. Donc c'est vraiment une maladie qui évolue au fur et à mesure du temps de manière très grave sur l'état de santé, pas que sur l'état de santé au niveau de votre appareil génital ou au niveau de votre système reproductif ou autre, mais plus au niveau de votre santé générale. Ça peut aussi provoquer la paralysie faciale, la méningite. Les symptômes peuvent apparaître entre 10 ans et 30 ans après la contamination, avec des conséquences beaucoup plus graves. Enfin, la syphilis est une infection sexuellement transmissible dont on guérit à travers des antibiotiques ou à travers d'autres traitements. Là, on en guérit. Alors le plus tôt possible c'est détecté, le mieux c'est, comme vous l'avez vu. Par contre, contrairement aux IST dont je vous ai parlé juste avant, un examen sérologique, donc du coup à travers le sang, est suffisant pour détecter la syphilis. J'aimerais aussi vous parler de la mycoplasme et trichomo... J'ai du mal avec celui-là. Pareil, sont des IST qui sont sexuellement transmissibles et qui menacent aussi votre fertilité. Et aussi parler de la gonorrhée, autrement dit chaude pisse. À l'époque on l'appelait la chaude pisse. Les symptômes vont être tout simplement des brûlures lorsque vous allez uriner, des écoulements jaunes au niveau de votre appareil génital, tant vaginal ou votre pénis ou alors votre anus. Ou pareil, ça se soigne avec des antibiotiques. Alors l'herpès génital a un peu mauvaise presse. Bon, c'est pas comme si les autres IST avaient mauvaise presse. L'herpès génital est tout de suite associé à l'hygiène, or que non. On peut attraper un herpès génital alors qu'on est extrêmement propre, voire maniaque, ou même si vous vous lavez 35 000 fois par jour, ça ne change rien. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres IST. Il n'y a que 20% des personnes qui sont affectées par l'herpès génital qui savent qu'ils l'ont. Donc les 80 autres se baladent en fait comme ça et ne savent pas qu'ils l'ont parce que c'est une IST qui peut aussi être asymptomatique. Et lorsqu'elle n'est pas asymptomatique, justement, elle va tout simplement vous provoquer l'apparition de vésicules douloureuses au niveau de votre appareil génital, de votre vagin, de votre pénis, même de votre anus. Il y a d'autres personnes en fait qui vont confondre du coup l'herpès génital avec d'autres irritations, avec d'autres inflammations telles que les mycoses, etc. et tout, or que non, ça peut potentiellement être de l'herpès génital. Chez les personnes en bonne santé, il n'y a pas énormément de conséquences physiques par rapport à l'herpès génital, hormis le fait que c'est extrêmement embêtant d'avoir, en fonction des crises, lorsqu'elles se révèlent ou non, l'apparition de boutons, en fait, d'inflammation et au niveau de l'appareil génital, et ça peut même causer la dépression parce que lorsqu'on est atteint de l'herpès génital, il faut absolument prévenir son conjoint qu'on en est atteint parce que lors de périodes de crise, on peut être très contagieux et donc du coup ça ne se soigne pas, mais il y a des traitements en fait qui sont faits pour guérir les crises parce qu'elles peuvent survenir en fait comme des herpès en fait en règle générale, pas que des herpès génitales. On peut avoir des herpès buccaux, du zona, etc. et tout. J'aimerais aussi vous parler de l'hépatite B. C'est une infection virale du foie qui est souvent aussi asymptomatique. Il y a aussi certaines hépatites B qui se guérissent spontanément et d'autres qui deviennent chroniques. Donc parmi les hépatites B qui deviennent chroniques, on est à 20% chez l'adulte des hépatites B deviennent des hépatites B qui sont chroniques. Il y a un pourcentage qui est beaucoup plus élevé chez les enfants, donc du coup les enfants qui sont atteints, porteurs d'hépatite B vont avoir 90% de chances de développer la maladie d'un point de vue chronique. Voilà, les symptômes sont de la nausée, de la fatigue, de la jaunisse. Par la suite, l'hépatite B va attaquer le foie, donc du coup cirrhose ou alors un cancer tout simplement hépatique. On a des antiviraux chroniques justement qui va permettre de faire en sorte de protéger contre du coup les conséquences de cette maladie. Parlons du VIH, du sida. Alors on est énormément à vous parler du sida. C'est pour ça que je le place. Qu'est-ce que c'est que le VIH? C'est tout simplement le virus d'immunodéficience humain. Ça attrape par voie sexuelle, donc par rapport sexuel, par rapport anal, par rapport vaginal. Ça peut aussi s'attraper par rapport oraux, donc du coup fellation, cunilingus. Ça peut s'attraper aussi comme ça par voie veineuse, intraveineuse, donc du coup l'échange de seringues, la transfusion sanguine ou alors même être piqué avec
une aiguille avec du sang et le donner à quelqu'un d'autre, c'est aussi un moyen d'attraper le VIH. Alors le VIH est majoritairement asymptomatique, du moins les premières semaines, et c'est une maladie qui va tout simplement venir attaquer votre système immunitaire petit à petit. De nos jours, il existe du coup des traitements antiviraux et des traitements en fait justement pour pas soigner la maladie, car on ne guérit pas du VIH, mais plus pour vivre avec et pour éviter justement de contracter d'autres maladies. Les personnes qui sont atteintes du VIH vont être beaucoup plus fragilisées. Alors salut, donc c'est pour t'expliquer un peu, moi j'ai perdu mes parents très très jeunes. Ma maman avait le sida et l'hépatite C, mon papa avait aussi le sida et l'hépatite B. Il faut savoir que j'étais dans le ventre de ma mère et elle avait déjà ces maladies, donc elle a eu des traitements particuliers, etc. qui influent aujourd'hui malgré tout encore sur ma vie, faut le savoir. C'est un petit peu toutes ces maladies qui ont régi ma vie jusqu'à maintenant, même si je n'ai pas moi personnellement de sida ou d'hépatite autre. Par exemple, j'ai pas le droit de donner mon sang encore aujourd'hui alors que je viens d'avoir 31 ans, tu vois. Alors il faut savoir que mes parents ont contracté leur maladie dans les années 80-85, parce que moi je suis né en 90. Pas par la voie sexuelle qu'ils ont été contaminés, c'est par la voie de la drogue. J'ai aussi mon parrain qui a contracté le sida dans les années 90, lui, après un accident de moto. Il a été transfusé à l'hôpital. Et en fait, le sang, il a appris quelques années après que le sang qu'on lui avait transfusé était contaminé par le virus du sida. Et il n'a jamais osé aller à l'hôpital se faire soigner, peur d'être jugé comme un pestiféré, comme il me disait tout le temps. Alors là, du coup, on a complètement l'expérience d'une femme qui a eu des parents séropositifs et atteint d'hépatite B et d'hépatite C. Qui a réussi à naître sans avoir du coup le sida ou alors l'hépatite C et l'hépatite B dû au traitement que sa mère a pris pendant du coup sa grossesse, mais qui malheureusement a vécu un impact lié aux médicaments. Elle a ingéré, lui évitant certes le sida et l'hépatite, mais lui amenant d'autres problèmes, je pense, de santé. Au-delà de ça, on a aussi le témoignage de son oncle qui a eu une transfusion de sang contaminée par le sida et qui malheureusement a dû vivre avec justement cette étiquette de pestiféré. Témoignage qui me semblait très important et très pertinent. Et écoute, je te remercie énormément pour ce témoignage du coup, que je trouve qu'il apporte et qu'il illustre bien cette vidéo. Donc du coup voilà. Pour finir, j'aimerais vous parler de moi-même, mon expérience à travers les IST et les MST, que j'ai des rapports sexuels depuis mes 18 ans. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi du coup, j'ai toujours, comme vous le savez, été très proche de ma maman et eu des discussions sans tabou avec... Je trouve que c'est très important que ma mère m'en ait parlé assez jeune parce qu'elle avait cette conscience de se dire que les générations évoluent de plus en plus et qu'on peut avoir des rapports sexuels qui sont très jeunes. Moi pour le coup, j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 18 ans. J'ai toujours utilisé des préservatifs, c'était des partenaires avec lesquels je suis restée longtemps. Lorsqu'il a fallu du coup enlever le préservatif, parce que avant je prenais la pilule, j'ai toujours demandé des tests sérologiques, des tests sanguins et des prélèvements de la part de mes partenaires qui ont toujours eu la transparence de me les partager. C'est-à-dire que il fallait que je voie les papiers. C'est-à-dire que si je ne voyais pas les papiers, combien même j'avais confiance en ces partenaires, combien même j'avais des sentiments pour ces partenaires et que j'avais pas forcément envie de les froisser, j'ai toujours eu la sensibilité de me dire que j'en ai rien à foutre. Après peut-être que c'est dû aussi à mon histoire, à mon manque de confiance, parce que comme vous le savez, moi j'ai pas connu mon père, donc j'ai une confiance aux hommes qui est biaisée. Quand même j'ai des sentiments pour une personne, j'ai toujours le sentiment de me dire que peu importe la personne, même si elle est de mon propre sang, elle peut me la mettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai jamais eu de scrupule à demander qu'on me les montre vraiment. Parce que je pars du principe que si on ne veut pas me les montrer vraiment, c'est qu'il y a un problème et que c'est pas moi le problème en demandant ça. Et que si on cherchait à me manipuler en me disant tu me fais pas confiance, ben, j'aurais aucune honte à dire que non, je ne te fais pas confiance. Parce que la confiance, ça se construit. Et c'est justement construire sa confiance à travers le fait de montrer ses résultats. Donc du coup, voilà.
Un enjeu qui est très particulier aussi pour moi, c'est la manipulation de son partenaire. Donc la manipulation du partenaire qui va toujours chercher justement « Ah oui, non mais tu me fais pas confiance, mais tu crois que je suis un crado, mais tu crois que je suis ci, mais tu crois que je suis ça. » Ne vous laissez absolument pas berner par vos sentiments et par la manipulation dont peut faire preuve votre partenaire. Ce qui compte le plus à vos yeux, c'est les résultats sanguins et les résultats de prélèvement de votre partenaire. Peu importe. Sachez une chose, des partenaires dans la vie, vous allez en connaître plusieurs, peut-être que ça va être la personne de votre vie, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que lorsque vous avez des IST, ça peut avoir un impact sur votre vie pour une personne qui a fait partie d'une partie de votre vie. Donc, mettez à comparaison une partie de votre vie et toute votre vie entière, et je peux vous dire que ce que pense une personne comparé à ce que vous pouvez vivre toute votre vie, c'est de la gnognotte. Donc vraiment, privilégiez votre santé et privilégiez ce putain de papier de résultats de sérologie et de prélèvement. J'ai pas du tout été confrontée, j'ai pas été confrontée particulièrement à ça, hormis que une fois j'ai eu un rapport sexuel avec une personne et le préservatif a craqué. J'ai eu extrêmement peur. Je vous explique pas l'état d'angoisse et de peur dans lequel j'étais parce qu'il faut savoir aussi que je suis une personne qui est extrêmement angoissée. Je me suis dit ok, il faut que je prenne en charge la chose la plus rapidement possible, peu importe que cette personne a. Et il faut savoir aussi que je n'étais pas en couple avec cette personne et que c'est l'un des seuls partenaires avec qui je n'étais pas en couple, en tout cas avec qui j'ai eu des rapports sexuels, et je me suis dit purée, comme par hasard en fait. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatiquement prévenu ma mère, et donc du coup j'ai demandé à mon gynécologue des prélèvements sérologiques, donc j'ai fait la totale, et de mon côté j'avais été effectuer tout ce qui est sérologie et prélèvement. Les sérologies se sont plutôt bien passées, le prélèvement non, pas du tout. J'étais pas chez mon gynécologue pour faire ces prélèvements vaginaux, j'ai été dans un laboratoire. Du coup, un laboratoire, c'est là où on fait vos tests PCR maintenant, et c'est là où on fait toutes sortes de prélèvements sanguins, etc. et tout. Et j'ai été dans un laboratoire parce que je me suis dit, il faut que j'y aille le plus rapidement possible. Donc je vais dans un laboratoire et je tombe sur une vieille conne. Je n'ai aucun scrupule à le dire parce que cette personne m'a fait subir mes premières violences gynécologiques. Je l'ai très mal vécu et rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Déjà, on se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, est-ce que j'ai une IST, une MST ? Je ne sais pas. On se retrouve avec une personne en face de vous qui dit, pourquoi vous faites ce prélèvement vaginal ? Parce que, du coup, machin, truc muche. On a directement le jugement de la personne en face de toi qui dit, bah dis donc, en plus c'était une vieille, une conne quoi, vraiment, qui m'a jugé, l'air de dire, bah t'es une pute en fait. Donc du coup je me retrouve les jambes écartées et du coup on te rentre un spéculum. C'est comme un espèce de truc qui va un peu ouvrir un petit peu plus ton vagin. On te met un coton-tige, un peu comme le test PCR, en frottant en fait du coup à l'intérieur. Je me sentais mal au niveau de mon vagin. C'était une période où je me sentais mal au niveau de mon vagin. Je lui dis, est-ce que vous pouvez y aller doucement parce qu'en ce moment j'ai un peu mal en fait au niveau de mon vagin. Elle m'a dit, oh bah c'est bon, hein, on va pas commencer à faire sa chochotte ici. Elle m'a rentré le spéculum d'une force. Elle m'a fait mal, donc je lui ai dit, aïe, s'il vous plaît, arrêtez, laissez-moi respirer. Elle m'a dit, oh bon c'est bon, on va pas commencer là, j'ai pas le temps. Elle me l'a enfoncé, elle m'a fait mal. Elle a pris le coton-tige, elle m'a fait mal aussi avec le coton-tige. Je pleurais en fait, je contractais. En fait, il faut savoir que le vagin et la vulve, lorsqu'elle est stressée, elle est contractée. Donc c'est encore plus dur à rentrer le spéculum et à rentrer les trucs. Donc elle forçait et elle me faisait mal. Et je disais, arrêtez s'il vous plaît, vous me faites mal. Je voulais arrêter l'examen, je voulais juste faire une chose qu'elle dégage de là en fait. Et elle m'a dit, bah tu vois, c'était pas si compliqué. Elle remet le truc à l'intérieur. Et j'avais extrêmement mal. En fait, c'est dur d'en parler parce que j'étais dans une situation de vulnérabilité, j'avais peur déjà d'avoir quelque chose et en plus de ça, j'avais quelqu'un en fait qui me faisait subir des violences en fait gynécologiques et je m'étais sentie violée. Ça a été vraiment très traumatique pour moi et je suis rentrée, je vous jure, de ce prélèvement. J'ai fermé la porte, je me suis mis à fondre en larmes et en fait, elle m'a fait saigner et du coup, je l'ai très mal vécu. Ça a été horrible pour moi cette expérience. J'en ai encore des séquelles aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant si je fais des frottis etc et tout, je vais toujours demander à ce qu'on arrête le moment si je me sens pas bien. J'ai vraiment réellement besoin d'un accompagnement psychologique lorsqu'on effectue un prélèvement vaginal ou alors un frottis. Bon, grâce à Dieu, je n'avais rien. Tous mes résultats se sont avérés négatifs. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, cela ne m'a pas empêché de faire d'autres prélèvements vaginaux ou de faire justement d'autres frottis. Lorsque vous allez chez votre gynécologue ou chez quelqu'un qui vous fait un prélèvement vaginal, n'hésitez pas à leur dire
d'y aller doucement, que vous êtes traumatisé, que vous n'avez pas envie d'avoir mal et que vous êtes prêt à interrompre justement ce moment si jamais la personne ne respecte pas ce que vous lui dites. Il suffit d'informer un minimum et si vous voyez que le praticien n'est pas du tout ouvert à la conversation, vous repartez et allez voir un autre praticien. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de choisir un bon praticien, parce qu'il y a beaucoup de bons gynécologues, il y a aussi des mauvais gynécologues, il y a des bons praticiens, des mauvais praticiens, et c'est pour ça que pour moi c'est très important pour justement être en bonne santé d'un point de vue sexuel et gynécologique et autres, de justement voir plusieurs avis et ne pas rester braqué sur une première expérience, même si c'est dur. Par exemple pour la mienne ça a été très dur, mais de plutôt se dire il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je me fasse soigner, il faut que je sois au courant de ce qui se passe dans mon corps. Même si je n'ai pas de symptômes, il faut que je sache, parce qu'il faut que je me protège, mais aussi il faut que je protège les autres, parce que ça peut avoir, comme vous l'avez vu dans les témoignages ou dans ce que je vous ai dit, des conséquences dramatiques pour l'avenir, et je ne souhaite à personne de vivre tout ce que ces personnes ont vécu, ou alors tout ce que beaucoup de personnes vivent. Alors voilà pourquoi pour moi c'était hyper important de vous partager mon expérience, leurs expériences, mais aussi toute cette palette en fait des IST, que ce soit au niveau des symptômes, du ressenti, de la culpabilité, etc. C'est une vidéo qui je pense est très longue mais qui est nécessaire pour moi et pour se protéger soi-même et se protéger les autres, et surtout porter des préservatifs, c'est très très important, et continuer à faire des sérologies régulièrement ou alors des prélèvements régulièrement. C'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé. C'était intense pour moi et j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous aider. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!